En 1982, Tobe Hooper réalise un film d'épouvante qui devint culte très rapidement et qui est aujourd'hui l'un des symboles des films américains des années 80. Il s'agit de Poltergeist. Une famille d'Américains moyens, les Freeling, emménage dans une magnifique maison issue d'un complexe immobilier en pleine expansion. Mais des phénomènes étranges commencent à se produire. Des meubles se déplacent, et Caroline, la plus jeune des 3 enfants de la famille, communique grâce à la télévision avec des entités invisibles avant d'être aspirée dans une sorte de gouffre de lumière se trouvant dans sa chambre. Et la télévision semble l'unique moyen de garder contact avec Caroline, détenue prisonnière dans une dimension parallèle. Désespérés, les membres de la famille se décident à convoquer une équipe de médiums et de spécialistes paranormaux pour leur venir en aide. Poltergeist de Tobe Hooper est un pur produit de consommation. Le film sent bon les années 80. C'est le temps de l'hégémonie de Spielberg sur l'industrie cinématographique et l'entertainment, et cela se ressent dans la réalisation du film. Officiellement producteur et co-scénariste, Steven Spielberg a tellement été présent à tous les stades de création de Poltergeist, y compris celui du tournage, que bien des gens du monde du cinéma disent que Poltergeist est avant tout le film du réalisateur de Jaws. Le film reste cependant la rencontre de 2 tempéraments opposés du cinéma fantastique, et le résultat est magnifique. On a la touche des 2 réalisateurs lorsqu'on regarde de plus près les scènes du film. La patte de Spielberg est très présente avec ses ambiances bleutées. Des lumières volent dans le salon, et les rayons et autres taches de lumière bleue rappellent la scène avec l'apparition des vaisseaux dans Rencontre du troisième type. L'enfant, incarné par Caroline, la petite fille, est au centre de l'intrigue. Et nous avons aussi un univers fantastique avec des entités inconnues. Mais Tobe Hooper est également présent à travers la scène de l'hallucination du membre de l'équipe des médiums qui se lave le visage jusqu'à le massacrer pour finir en lambeaux. Quand la mère de famille tombe dans la piscine et que les squelettes remontent à la surface, cela ressemble bien au cinéma de Hooper. Au passage, pour des raisons de coût, les squelettes étaient des vrais car ils étaient moins chers que des faux à fabriquer. La critique des réalisateurs est très nette quand on y regarde de très près. L'enfer de l'univers suburbain californien et ses extensions infinies, mais également l'American Way of Life, sont désignés du doigt. Et dans cet univers, la maison n'est plus un refuge aimé, mais un gouffre de l'horreur, où spectres et esprits frappeurs tentent de ruiner le bonheur pavillonnaire d'une petite famille américaine. Le film est très intéressant puisque dès la séquence d'ouverture, il nous dépeint l'Amérique des années 80, celle de Reagan. Dès l'ouverture, sur une télévision en gros plan, nous voyons les images iconiques du Lincoln Memorial avec l'emblème du drapeau dressé sur Iwo Jima, accompagné par l'hymne américain. La télévision est à tous les étages et dans toutes les pièces. La famille qui vit dans la maison a tout pour être enviée. Diane et Steven Freeling ont 3 enfants, un chien et une belle maison individuelle installée dans un havre de paix appelé Cuesta Verde. Chaque maison possède une parcelle de pelouse, un garage assez grand pour 2 voitures, il fait toujours soleil et le ciel est bleu. Les enfants circulent en bicyclette sur des routes sécurisées autour des lotissements. Ce bonheur sert mieux le discours d'horreur du film, car l'ennemi n'est plus celui qu'on attend. Dans ces dernières années de guerre froide, la menace nucléaire paraît moins grande. On a oublié l'île Boy et les fusées de Cuba. Les soviétiques n'effraient plus autant qu'avant. En cette même année 1982, lorsque E.T. débarque, il ne veut de mal à personne. Ainsi, la terreur des Américains n'est plus étrangère, mais bien à l'intérieur du pays. On pense à Massacre à la tronçonneuse en 1974, où le mal est à l'intérieur, dans la campagne profonde. On pense aussi au film d'Amityville en 1979, où la menace est vraiment intérieure. La trame est la même, puisque cela commence toujours avec l'achat d'une maison à bas prix. À bas prix car le sang qui a coulé fait revoir à la baisse le prix d'achat. Comme dans Poltergeist, l'horreur est présente en périphérie pavillonnaire de la ville. Pensez aussi à la petite ville de province dans Halloween de Carpenter en 1978 ou le centre commercial dans Zombie. Il est évident qu'en ce début des années 80, le film d'horreur choisit les banlieues résidentielles bourgeoises pour planter le décor. Dans Poltergeist, le capitalisme est pointé du doigt avec l'entrepreneur peu scrupuleux qui n'hésite pas à faire déplacer un cimetière indien pour étendre le lotissement. Hooper et Spielberg veulent nous montrer en quoi la banlieue pavillonnaire est la façade hypocrite d'une société pourrissante où les corps décomposés refont surface. La métaphore est d'ailleurs parfaite dans le film. Les âmes perdues veulent vraiment se venger des promoteurs sans scrupules. C'est aussi l'individualisme à travers un duel de télécommande entre voisins, sans oublier la société de consommation. En effet, la chambre des enfants est pleine de jouets et participe à une critique de la société de consommation. Enfin, les médias sont également pointés du doigt. On la voit avec la multiplication des télés allumées et bien évidemment le basculement de la petite Caroline par-delà l'écran qui veut nous montrer les effets pervers du média. N'oubliez pas que cette même année sortait également Vidéodrome de Cronenberg. Le mal s'est donc progressivement installé au cœur du foyer américain et surtout dans notre maison ou celle du voisin qui ressemble à la vôtre. Par-delà la critique sociétale, ce film est une réussite. Cette histoire de maison hantée est angoissante et prenante. Arbres menaçants dans le jardin, poupées de clown qui chopent le petit garçon pour l'étrangler, des placards à jouets habités par des entités, des
touche d'horreur par moment, tout est bon pour passer un bon moment d'épouvante. Et déesse de cette épouvante, la télévision. L'au-delà et ses fantômes sont là, dans le salon, grâce à elle. Les effets spéciaux sont encore bons, malgré les années, à l'exception de la scène de la salle de bain avec le visage déformé du médium. Pour finir, nous ne pouvons que saluer le talent des deux réalisateurs qui ont su réveiller en nous des peurs enfantines, en nous entraînant dans une visite d'univers parallèle fait de lumière irisée, de cordes et de gelées brunâtres. Et ce n'est pas pour rien que ce film a connu un immense succès au box-office américain et mondial. Deux suites seront tournées, en 1986 et 1988, avec moins d'inspiration malheureusement de l'avis des fans de la saga. Au final, Poltergeist est un classique du film d'épouvante, mais surtout un film représentatif du cinéma américain des années 80, qu'il faut avoir vu si on est un inconditionnel des films de cette époque.